point dont a parlé Laurent Schmitt. Hein, il était toujours en vigueur à la fin du XVIe siècle et début du XVIIe siècle, même, comme on nous l'a dit, si la frappe au balancier était en usage depuis Henri II pour certains travaux spécifiques dans l'atelier parisien. Donc, pour fabriquer une monnaie au point, quelles sont les opérations qui sont nécessaires? Le métal à transformer en monnaie était préparé en feuilles, plus épaisses que les monnaies finies. Il s'agit de métal, donc il s'agit de l'alliage qui correspond à la qualité nécessaire, à l'aloi nécessaire pour frapper la monnaie. Cette loi est définie par l'ordonnance d'émission. Ces feuilles étaient ensuite découpées en carrés, nommés carreaux, d'une masse légèrement supérieure à celle des monnaies finies. Ces carreaux étaient ensuite ajustés à la masse définitive de la monnaie par rognage à la cisaille des angles et par comparaison pondérale à un poids monétaire appelé dénéral, et dont la masse correspondait précisément à celle que définissait l'ordonnance d'émission. Les carreaux ainsi ajustés étaient ensuite réchauffés, c'est-à-dire amincis et arrondis à l'aide d'un petit marteau. Au cours de cette opération, leur forme était amenée à celle d'un disque le plus régulier possible et au diamètre de la monnaie fine. Enfin, on obtenait ainsi ce qu'on appelle les flancs, qui étaient blanchis au moyen d'une drogue que l'on faisait bouillir et puis frappés manuellement au marteau entre deux matrices appelées coins. Ils recevaient donc ainsi l'empreinte pile et face. Or, au château de Fressac, près de Durfort, dans les remblais, issus de fouilles, pas très bien fouillés, ont été trouvés divers objets liés justement à cette technique monétaire. Alors, je vais vous mettre la photo si vous voulez, c'est la dernière, je crois, de la... Voilà. Le premier, alors c'était donc un remblai qui avait été sorti de fouilles, a trouvé ce qui peut correspondre à un carreau brut, 21 mm par 17,50, de poids de 2,7 grammes, qui correspond effectivement à un carreau de douzaine. Un carreau ajusté, la pièce centrale, dont le poids a diminué, qui n'est que de 2,3 grammes, et qui fait 20,5 par 16,5. Et puis un flanc avec un éclat, un flanc avec un manque de métal, qui fait un diamètre de 24 mm, les douzains font autour de 22 mm, 24 mm, et d'une masse de 2,1 g, qui peut aussi correspondre à un flanc de douzain. Donc on est en guillaume aussi. Et avec ça, il y avait un dénéral, un poids monétaire du demi-écu d'or de Charles VIII, de 1,718 grammes, 1,718 grammes. Mais donc là, la masse un peu faible par rapport aux douzaines de rois, qui pèsent tous plus 1,75 €. On n'a peut-être pas nécessairement servi à l'ajustage des carreaux. Il était peut-être là aussi par hasard. Il semble quand même que ces objets, il y en avait plusieurs, moi j'en ai 3 dans ma collection, il y en avait un certain nombre, que ces objets sont en rapport avec un atelier monétaire. On est quand même très loin de Montpellier. Ils correspondent à peu près aux douzaines. Voilà. Étant en présence de matériel monétaire d'un atelier, au moins de fabrication de flammes, parce que il faut savoir aussi qu'en cas de mission clandestine et pour plus de sécurité, on dispersait souvent les différentes opérations en divers lieux, séparant ainsi la fabrication des flammes de la frappe à proprement parler. Alors, le lieu où ce matériel a été trouvé, c'était quoi à l'époque des guerres de Rohan? Alors aussi, il faut s'interroger sur ce château de Fressac. Il a longtemps appartenu aux évêques du Puy,
qui le cédèrent aux héros de 12, qui le rétrocédèrent eux-mêmes le 20 novembre 1587 à Jean de Nogaret, qui est un protestant, habitant Durfort. Son fils Jean de Nogaret, haut-seigneur et baron de Durfort, seigneur haut, moyen et bas de Fressac, protestant lui-même, habitant aussi le château de Durfort, était très engagé dans la cause huguenote. Il fut du nombre des protestants députés à l'Assemblée provinciale des Cévennes et du Gévaudan réunis à Saint-Hippolyte-du-Fort le 13 août 1621 pour garantir les emprunts. Le roi faisait en permanence des emprunts pour payer ses soldats, etc. Donc ils font partie de ces protestants qui garantissent les emprunts du chef. Il fut également parmi les députés réunis à La Salle le 8 juin 1622 pour désigner des procureurs. Enfin, on sait qu'au moment des troubles des guerres dites de Rohan, le château avait été mis à disposition des Huguenots pour y tenir une garnison. Il n'est pas impossible qu'on y ait exécuté, justement, protégé par la garnison, quelques opérations monétaires. Alors, évidemment, tout ça, ce sont des hypothèses, ce sont des éléments qui ne sont pas tout à fait inintéressants, qui n'apportent aucune preuve formelle, pas plus que pour Nîmes d'ailleurs, mais qui me laissent à penser qu'une fabrication un peu plus locale n'est pas du tout impossible. Voilà. Alors maintenant, on peut en discuter. Je ne sais pas vous-même si mes interprétations au niveau de ce matériel vous semblent bien correspondre à un matériel monétaire, d'autant que c'était des exemplaires assez nombreux. Voilà. Je vous remercie. Là, on peut essayer d'en discuter. Est-ce qu'on peut revenir sur la première diapo, celle de 1622? C'est la toute première. La toute première. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un deuxième différent. Donc il y a deux différents revers. Il y a ce croissant qui est au-dessus de la croix, et il y a un différent après le C de Bénédicte. Après le C, là. Voilà. Le C de Bénédicte, ici. Et ce qui est peut-être une reprise. Donc là, pour l'atelier de Montpellier, parce que moi j'ai trouvé des mentions qui disaient parfois que ça pourrait être l'atelier de Nîmes aussi. Que dès 1622, on serait déjà à Nîmes. Parce que Montpellier, justement, était fermé. Et que donc, comme le Douzain était décrié, et qu'il n'y avait plus de fabrication depuis 1597, les personnes à Montpellier n'auraient jamais fait de monnaie officielle. Voilà. Et là, au contraire, ça va plutôt dans le sens où on a ce qu'on appelle le petit croissant au-dessus. C'est soit une marque de mission, soit un contre-signal de garde. C'est-à-dire quelqu'un qui va dire « j'ai bien vérifié cette monnaie ». Et quand on voit l'aspect, vous avez vu les autres qu'on a vus précédemment, moi je trouve que les vôtres sont pas mal du tout par rapport aux miens, elles ont encore leur pigeon d'origine. Voilà. Et donc ça prouve que ces monnaies-là étaient au moins bien blanchies, même si elles n'ont pas le titre exact de 240 millième original, elles sont bien blanchies et peuvent passer tout à fait. Alors qu'à mon avis, il fallait être un peu miro ou vraiment gentil pour accepter certaines des miennes. Parce qu'étant sans argenture, les gens regardaient d'abord à l'aspect. Vous savez, la bonne vieille truc, rappelez-vous, notre ministre des Finances, en 2002, quand l'euro est arrivé, ça on s'en rappelle plus, on se rappellera de la Porsche, mais on ne se rappellera pas, il a mordu l'euro. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure moyen de vérifier qu'une monnaie était bonne au Moyen-Âge. Donc c'était un bon sens terrien qu'on ne lui prête pas à certains côtés. Et bien là, celle-là, elle passerait tout à fait pour bonne. Et je voudrais qu'on revienne, donc c'est très intéressant parce que si on a bien vu l'analyse, et moi c'est ce que j'ai déjà trouvé, mais le problème c'est que Droulers c'est un monsieur qui a maintenant un peu plus de 65 ans, qui a travaillé sur les monnaies royales depuis 35 ans, qui a fait un boulot énorme, mais qui s'est souvent contredit. C'est-à-dire qu'il a dit le tout et son contraire. Et rappelez-vous, malheureusement, ce que j'ai été obligé de vous dire, 1621-22, peut-être parce qu'on en parle dans le décret 1623, mais on n'a aucune pièce. On n'a pas les preuves. Et lui, il a plutôt tendance à prendre pour argent comptant, il met existence possible. Mais ce qui est très intéressant, c'est pour les douzains de 1628, nous avons au moins deux différents. Le roc, ou ce qu'on appelle le C retourné posé sur une hampe, hein, qui peut être aussi une croisette, ça peut être plein de choses en fin de compte, et la tour. Alors, si on revient sur la tour, est-ce qu'on peut revenir sur un... Voilà. Est-ce qu'on peut revenir sur un 1628 au cas où on est là? Oui, ou sinon... Alors,